Oui, on a le plaisir d'avoir Ambrogio encore au mur. Et je vous signale d'ailleurs que sur... Voilà, il est là, Ambrogio. Je vous signale d'ailleurs que sur le site à Artistes, vous avez l'entretien que Ambrogio a eu ici un dimanche avec Daniel Lévy et Jeannette qui est historienne de l'art. Voilà, un nom très difficile à prononcer. Et l'interview est maintenant sur le site à Artistes. Voilà. Et merci Ambrogio d'avoir accepté de passer un mois de plus. Oui, alors je voulais vous signaler aussi, et Jeanne-Claire qui est là a eu la gentillesse de les apporter. C'est le deuxième numéro de la revue Kevoy. C'est le premier, après un hors-série. Ah, c'était un hors-série. D'accord. Alors, ça s'appelle Le Nouvel Amour. Et on va le découvrir puisqu'il vient d'arriver. Et c'est d'autant plus émouvant qu'il y a des amis dans ce numéro qui ont écrit et certains qui sont plus là. Voilà. Et il est dédié à Francis, oui. Alors ce soir, on a le plaisir de recevoir Daniel Epstein. Je dois dire que j'ai envie de lui dire d'abord bravo, hein, tout simplement et tout à fait amicalement. C'est un livre remarquable par l'ampleur du travail qu'elle a déployé, non seulement dans l'écriture de ce livre, mais dans le travail qu'elle a soutenu, parce qu'il faut le soutenir, ce type de travail, dans une institution de la PJJ. Ce livre m'a tout de suite renvoyé à un autre livre d'Olivier Douville, justement, que nous avions reçu et qui avait eu à l'époque, en 2008, le prix Oedipe, qui s'appelait Des adolescents en errance ou errants. En errance. Hein. Et c'était déjà un livre qui nous avait donc beaucoup intéressé et plu par son écriture et par la manière dont qu'il avait d'aborder ces questions. Donc il se trouve aussi que la préface du livre de Daniel a été écrite par Olivier Douville et je comprends bien votre proximité, sans doute, à la fois d'expérience, sans doute, mais aussi de sensibilité dans l'approche de ces adolescents. Puis on avait travaillé aussi avec Fethi Bensama. Et Fethi Bensama, j'ai vu. Au départ, c'était Fethi qui devait faire cette préface. Oui. Et c'était l'époque où il a sorti son propre livre. Et alors pour là, lequel on l'a il était partout, quoi. Donc il n'a pas eu le temps de le faire. Et au dernier moment, oui, c'est Olivier. J'ai demandé à Olivier qui a saisi l'affaire et qui a fait une belle préface. Et je trouve, et puis je te dis, j'ai tout de suite pensé au livre d'Olivier de 2008 et j'ai même relu au prix Oedipe et c'était Olivier Grignon qui avait présenté le livre d'Olivier Douville et qui avait eu à ce moment-là le prix Oedipe. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Oui. Bon, Daniel, vraiment bravo du courage que tu as eu, mais c'est un livre véritablement qui témoigne d'un énorme travail. On avait lu Daniel dans ses articles. Elle a tout au long, je comprends, de ce travail à la PJJ écrit pour se soutenir, je suppose, pour pouvoir tenir à cette place-là, une place quand même un peu avec ce qu'on appelle un peu la clinique des extrêmes, parce que c'est quand même des adolescents difficiles à qui tu as eu affaire. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce livre, il est abouti. C'est vraiment quelque chose qui est frappant, parce que j'ai l'impression que tu es arrivé vraiment à nouer un certain nombre de choses essentielles, sans doute, avec lesquelles tu as travaillé et qui te soutiennent comme analyste et comme citoyen, j'ai envie de dire. Parce que c'est un livre, bien sûr, compte tenu de son thème, dérive adolescente de la délinquance au djihadisme,
qui est inscrit bien sûr dans toutes les questions sociétales qui nous occupent en ce moment, et bien sûr le politique. Alors j'ai trouvé vraiment très très juste la manière dont tu noues ça, et c'est pas facile, hein. Si l'inconscient c'est le politique, et si on sait bien tous, surtout en institution, que l'institution ça représente forcément le politique, enfin le politique institue. Donc dans les institutions, on est aux prises avec du politique. Alors je trouve que ton livre, on se sent très proche de beaucoup de choses que tu dis, parce que ce que tu dis est vrai aussi pour tous ceux qui ont travaillé par exemple dans le champ médical. Moi j'ai travaillé à l'hôpital. Tout ce que tu dis, c'est des choses qu'on a approchées à l'hôpital. Et je me disais qu'on a toutes, un peu la même génération, quitté ces liens institutionnels à un moment où on a pris la mesure de tout ce que tu dis, et de la dérive aussi, institution de soins, vers quelque chose qui n'était plus du tout dans la perspective qui est la nôtre de l'éthique du sujet. Il y a eu quelque chose qui progressivement s'est imposé à nous et nous a conduit effectivement, une fois pris la mesure de la chose, à quitter certaines de ces institutions, notamment toi, la PJJ, d'autres, les institutions médicales, psychiatriques, pédopsychiatriques. Alors, il y a tout cet aspect que vraiment tu mènes remarquablement, avec un engagement militant, j'ai envie de dire. Tu es quelqu'un en plus de très passionné, ça s'entend, on entend très très bien tes positions, ce que tu penses. Je pense que tu regrettes qu'il n'y ait plus d'analyse de la lutte des classes. Il y a quelque chose qui s'est perdu de tout ça, qui fait que on reste assez... ce qui se dit est assez superficiel, j'ai envie de dire, parce qu'on ne touche pas à l'essentiel. Et toi, tu touches à l'essentiel, en notant bien de quoi il s'agit là, et ce que subissent, ce à quoi... Oui, ce que subissent une part de la population. Tu es très critique sur le néolibéralisme, bien sûr sur tout ce qui est la société actuelle, avec enfin, tout ce qu'on sait et qui fait partie de notre société actuelle. Mais peut-être que ce qui m'a personnellement le plus touchée, et je trouve que c'est à travers ça que tu fais peut-être entendre quelque chose de très fort, c'est que c'est un texte il y a une certaine poétique dans ce texte. Alors, tu as une certaine grâce, tu écris, tu as toujours aimé, je pense, l'écriture, mais là, on a l'impression, certaines phrases d'ailleurs obligent à les relire, tellement on a l'impression que tu creuses le langage, tu essayes de trouver le mot le plus juste, le plus proche, pour dire quelque chose au fond, de faire entendre peut-être quelque chose de la détresse de ces sujets, qu'on n'arrive pas à saisir seulement avec nos concepts théoriques que tu connais très bien. D'ailleurs, tu les déploies aussi tout à fait abondamment. Mais personnellement, j'ai été très intéressée par ton écriture et la manière dont tu essayes de toucher à quelque chose, parce que le poétique, il essaye de s'approcher au plus près de l'autre, quoi. Et ça, tu le déploies vraiment de façon très forte. J'ai eu l'impression aussi que tu étais presque notre porte-parole à d'autres aussi. Tout ce que tu dis est tellement... Et abouti, j'ai envie de dire. Et puis, sans doute, après toutes ces années, ça doit être aussi très réconfortant d'arriver à boucler quelque chose. Et à mon avis, c'est un livre qui va t'ouvrir vers... tu seras lu par des gens qui certainement prendront acte de certaines choses que tu dis. Alors, bien sûr, au cœur de ton propos, il y a ton expérience avec ces adolescents qui sont en dérive et qui se retrouvent donc devant le juge. Et alors Daniel, en tant qu'analyste, tient vraiment cette place
elle dit bien combien c'est compliqué, comment il faut travailler avec les équipes. Enfin, c'est un travail difficile et qui est bien sûr tout à fait éloigné de la cure type et puis de tout ce qu'on peut dire de ce côté-là. Il faut inventer sa clinique. Et apparemment, Daniel est arrivé à faire ce travail d'invention d'une clinique où, avec ces adolescents-là, il faut trouver un moyen de rentrer en communication en donnant quelque chose. Il y a du corps, il faut donner du corps, comme eux sont aussi empêtrés dans le corps. Mais il faut les attraper là, d'après ce que tu nous dis largement. Alors, faire de cette rencontre dans le judiciaire de ces adolescents, en faire une rencontre, c'est tout le travail que tu déploies, me semble-t-il, pour que de cette non-demande, tu dis bien que ces jeunes ne demandent pas, mais ils appellent. Comment répondre à cet appel? Et c'est tout ce que tu tentes de faire, semblerait-il, avec ces jeunes. Alors, il y a bien sûr toute la question de la fonction paternelle, du père toujours. Tu as un chapitre qui s'appelle, un paragraphe père toujours. Bien sûr, toutes ces questions sont le symbolique au centre de ton questionnement. Et c'est de toute façon les questions que l'on retrouve à peu près dans tous nos livres en ce moment et qui nous questionnent forcément compte tenu de ce qu'on sait d'une certaine dérive de la fonction symbolique, de la paternité. Enfin, c'est des questions qui en ce moment sont bien sûr, nous interrogent tous et on a bien vu que chacun des psychanalystes ne l'aborde pas tout à fait de la même façon. Il se trouve que tu étais là avec Gérard Pommier la dernière fois, qui n'a sans doute pas tout à fait le même abord. Je dirais que peut-être il essaye d'aller au-delà. Et bon, tu nous diras peut-être comment toi tu approches cette question de la métaphore. Quand j'ai entendu Gérard Pommier la dernière fois, ma première réaction, c'était de me dire, mais enfin, j'ai tout faux. J'ai tout à reprendre, c'est pas possible. Non, je pense que tu n'étais pas tout à fait d'accord. Tu m'as dit c'est le contraire de ce que j'ai écrit. Voilà, non, mais par rapport à ce que j'ai écrit, je me suis dit, zut, mais où est-ce que j'ai été? Non, mais c'est pas la question. Je pense que j'ai réussi à trouver dans ton livre des éléments qui allaient dans ce aussi dans le... Ah bon? Ah bon? Tu me diras ça après. Peut-être le numéro de la page. Mais je crois qu'on en est à un point de toute façon où on cherche. Je ne sais pas si aucun de ces personnes n'a trouvé la bonne réponse, si on peut dire. Je crois qu'on est en train de prendre la mesure de ce qui se passe. Et on peut le faire qu'en écoutant d'abord les patients qu'on écoute. Donc on n'a pas... Je crois qu'il faut être attentif. Et bon, certains théorisent ça. Mais quand même, je trouve que là, j'ai été très, très touchée par le chapitre sur l'histoire de François. C'est l'histoire de ce père, parce que j'ai eu des expériences analogues à l'hôpital, de ces pères avec le souci, tu sais, à l'hôpital aussi, on avait des soucis, le juridique a été présent. Ça a été une dérive généralisée, hein, la question du juridique. Et il fallait signaler, bien sûr, avant même de nouer un lien, il fallait signaler. Et j'ai eu des expériences comme ça, où j'ai vu vraiment des pères se défaire. Et je crois qu'on ne prenait pas la mesure de ce qu'on était en train de produire, avec aussi cette question des droits de l'enfant, qui était bien sûr une avancée et qui finit par devenir des choses qu'on a perverties, si je puis dire. Et dans le cas que relate Daniel, c'est un père qui se trouve tout à fait défait devant un garçon qui jubile de voir son père accusé de maltraitance, de bâton. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et dans les équipes à l'hôpital, il fallait de temps en temps rappeler un peu à quoi on touchait là quand on faisait ça. Sur le plan théorique, Daniel, tu dis des choses essentielles aussi concernant cette clinique. Alors, bien sûr, tu précises et tu dis très justement dans quel état arrivent ces jeunes gens ou jeunes filles, avec une pulsion complètement déchaînée, la haine, la violence, la rage. Oui,
sais que tu insistes beaucoup sur la rage dans laquelle... La rage de vivre. La rage de vivre. Et comment faire de ce moment-là, faire quelque chose de cette rage de vivre. Et tu parles aussi quand même de quelque chose d'essentiel, du traumatisme, d'un traumatisme tout à fait archaïque et du clivage. Tu fais beaucoup référence à deux auteurs qui sont bien sûr essentiels, à Ferenczi et Winnicott, autour de toutes les questions du traumatisme et surtout de ces traumatismes tout à fait archaïques qui laissent des traces sans doute pour certains insurmontables ou qui mettent dans une détresse tout à fait particulière. Donc sur le plan théorique, tu vas loin, tu parles aussi de forclusion. Enfin, son livre est tout à fait articulé sur le plan théorique. Voilà. Alors, je crois que je t'ai dit peut-être l'essentiel. Je crois qu'on a envie de t'entendre. Et entre-temps, peut-être que Annick avait envie d'intervenir brièvement aussi sur ton livre. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai écrit, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Donc, le livre de Daniel Epstein, donc le livre de Daniel, peut se lire par des entrées différentes. La clinique, la théorie, l'engagement politique, la place du psychanalyste dans l'institution judiciaire et dans la société. Alors, cet ouvrage a été écrit en quelques mois, c'est ce que j'avais déjà entendu, enfin ce que tu as dit aussi, suite aux attentats, mais aussi en 40 ans, puisqu'il témoigne d'un long parcours de travail clinique et théorique au sein d'une équipe éducative de la PJJ auprès d'adolescents qui ont eu affaire avec la justice. Si je ne parle pas assez fort, vous me dites, ça va? À travers la présentation de cas cliniques, sont ici abordés le drame de l'identité, la pulsion de mort, le trauma, le retour du refoulé, la question de la transmission, de la transgression, la loi symbolique, la métaphore paternelle, le désir de la mère, le narcissisme et notamment le narcissisme sinistré, avec un fil rouge autour de la faillite de la métaphore paternelle, donc pour ces jeunes perdus dans le drame de l'exil parental. Alors je vais te faire quelques citations autour de la métaphore paternelle, auxquelles tu pourras répondre après. Donc tu dis, je cite, « Au-delà de l'image sociale du père, c'est la fonction paternelle comme constituant psychique majeur qui est atteinte, page 41, où du déclin de l'autorité paternelle jusqu'à sa disparition, la dimension de l'interdit ne se soutient d'aucun lieu symbolique. Sa dérive fait vaciller les pères et flotter les repères, page 174. Ou encore, sur les vestiges encore incandescents du symbolique, surgit le fantôme du père primitif qui vocifère l'injonction surmoïque de la loi totalitaire et arbitraire de sa jouissance, déguisée en nouvel ordre moral, perd la pudeur, perd la rigueur, perd la terreur. Ou bien, plutôt que d'encourir l'interdit, mieux vaut s'identifier à ce père jouisseur des origines, ce père sans limite, celui qui fait exception à la castration. La métaphore paternelle se ravale alors à la fétichisation du père. Et enfin, l'appropriation du discours intégriste n'apparaît-elle pas comme une tentative de suppléance à ce qui échoua à s'inscrire de la métaphore paternelle? Désagréger son corps pour se faire un nom, ne serait-ce pas le prix à payer de l'effondrement du symbolique? Alors là, tu fais référence à ce que Ferenczi appelait le clivage auto-narcissique. Ce clivage Je n'ai jamais compris la traduction, si c'est autoclivage narcissique ou clivage auto-narcissique. J'ai trouvé les deux traductions. Moi, j'ai vu auto-narcissique. Ouais. Alors je dis ça. Oui, c'est possible, parce que peut-être que je l'ai écrit ailleurs différemment. Non, mais donc ce clivage primitif de la personnalité qui est nécessaire à l'enfant pour survivre au trauma précoce. Hein. Ces enfants qui ont été enquistés, qui ont enquisté leur dépression dès leur plus jeune âge. C'est ça. Alors, mais tu dis aussi, d'autres autre page, dans les entretiens familiaux qui sont le pilier de notre dispositif clinique, nous veillons à ce que le père, aussi disqualifié soit-il, soit présent. Car le travail avec le père est fondamental.
Donc, pourrais-tu nous en dire un peu de ce travail avec le père, justement? Alors, tu veux que je pose d'autres questions? Ce projet d'équipe autour d'une écoute analytique ne ressemble en rien à celui d'une cure type, c'est ce que tu as dit, car il ne suffit pas en effet que ces adolescents répondent de leur acte d'un point de vue juridique, il faut aussi qu'ils élaborent dans un espace psychique. Alors, il y a un dispositif d'écoute, donc parents et enfants, qui est mis en place pour que l'acte de transgression soit entendu par le psychologue, l'éducateur, et dans un second temps, il y a l'écoute du psychanalyste, qui est extérieur. Parce que pendant les réunions, oui, l'équipe, il y a une fois par semaine, voilà, de façon à ce qu'on s'entende nous-mêmes. Et donc tu dis, le clinicien dans l'institution judiciaire n'est ni en position d'expert, discours du maître, ni en position d'analyste, discours de l'analyste, mais traversé par ces deux courants qu'il reconnaît sans s'y reconnaître. Il a à inventer à partir de ces doubles identifications imaginaires pour trouver son identité propre. Car il ne s'agit pas de faire un rapport pour le juge de façon à ce qu'il juge un délinquant et l'oriente. Ce serait contraire à l'éthique du psychanalyste. Il s'agit plutôt d'éclairer, ça c'est page 105, éclairer. Tu parles aussi du bien dire, c'est-à-dire un dire qui ouvre. Donc pourrais-tu aussi nous en dire un peu plus là-dessus? Quand je dis d'éclairer le juge... D'éclairer le juge, oui. D'éclairer le juge, c'est... Le magistrat. Enfin, je parle du clair-obscur. Oui, hein, oui, parce que justement, c'est ça qui est problématique dans la position du psychologue, c'est d'avoir à entendre quelqu'un pour un autre. Et qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans un lien de transfert? Parce que si on veut qu'il y ait une parole vraie, il faut quand même y mettre du sien. On n'est pas que des fonctionnaires, et comme on me l'a reproché souvent en me disant « mais tu es fonctionnaire, tu n'es pas en libéral ». Ça, c'était le grand argument. Donc, recueillir une parole pour ensuite aller faire un rapport pour le juge qui va juger ce jeune, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, toute la question que j'ai essayé de traiter institutionnellement pendant des années, c'est de dire quelque chose qui manifestement a fait son chemin à l'intérieur de l'institution au sens large, qui est devenu un petit peu je ne sais pas comment dire, un leitmotiv, c'est de dire que le psychologue, parce qu'on n'est pas là en tant qu'analyste, évidemment, on est là comme psychologue, le psychologue n'est pas là pour le juge, mais par le jeune et pour le jeune. Non, pardon. Le psychologue n'est pas là pour le juge, mais par le juge et pour le jeune. Et bon, c'est une petite formule comme ça, très ramassée, mais qui permet de faire comprendre des choses à des gens qui ne sont pas psy. Le juge, enfin voilà, c'est une relation de pouvoir entre le juge et les équipes. Et comment se décaler par rapport à la demande officielle. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de donner une orientation, il s'agit pour le juge. Effectivement, on est là pour que le juge ait une idée pour orienter un jeune, mais qu'est-ce qu'il va faire de ce rapport? Donc chaque mot qu'on écrit, effectivement, il faut se mettre aussi à la place d'un autre qui va juger ce qu'il va en faire. Alors c'est vrai que le travail d'écriture qu'il y a dans ce bouquin, je pouvais le vivre à chaque fois que j'avais à écrire sur un jeune pour le juge. Donc vraiment travailler les mots et voir comment ça allait être entendu et comment ça allait... Parce qu'il y avait des juges qui lisaient carrément le rapport aux jeunes aussi. Oui, tout était possible. Alors, bon, c'est vrai que ce livre, moi, il reprend tout un tas d'articles que j'ai publiés au cours des 40 ans que j'ai passé à la PJJ. Et c'était des articles que j'ai écrits disons, au moment où ça m'était indispensable d'écrire. Je ne pouvais plus travailler sans avoir écrit quelque chose qui me permette de garder la tête hors de l'eau.
hors de l'eau institutionnelle et hors aussi d'une pauvreté relationnelle avec les jeunes tels qu'on pouvait les écouter quand j'ai commencé à travailler. Donc il y a eu plein d'articles et puis je me disais depuis un certain temps déjà, depuis que j'ai quitté la PJJ, je me disais, ben, ces articles, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Enfin, c'est dommage, il faudrait que je fasse un livre. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, se mettre à faire un livre, c'est rentrer dans un tunnel et puis pas trop vivre à côté, que je n'ai pas fait jusqu'au 13 novembre. Où, là, j'étais dans le 11e, j'étais pas au cœur de la catastrophe, mais je sortais d'un resto, puis j'ai entendu une explosion, mais vraiment très très proche. Et là, on ne savait pas ce qui se passait. Je pensais que c'était tout un immeuble qui avait sauté. Et puis on est rentré à l'autre bout de Paris. On a traversé Paris, on a vu tout ce qui se passait à la République. On ne comprenait toujours pas, la radio ne disait rien. Puis on a écouté la radio toute une partie de la nuit jusqu'à temps qu'on connaisse l'ampleur des dégâts. Et ce n'est que le lendemain que j'ai vu dans le Monde que à quelques dizaines de mètres de là où on était, on ouvrait la porte de la voiture à ce moment-là, il y avait un mec qui s'était fait sauter. Et bon, d'une part, il y avait le traumatisme de l'explosion, enfin, c'était quand même quelque chose d'assourdissant. Ensuite, de faire le lien entre l'explosion et puis l'image de quelqu'un qui est parti en lambeaux. Et là, il y a plein de visages qui ont défilé pour moi, des noms, des visages, en disant mais voilà, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui. Et à ce moment-là, j'ai repris les articles et je me suis aperçue, et ça je m'en étais jamais aperçue, que tout au long de ces 40 ans, eh bien, il y avait quelque chose qui était en train de se préciser, quelque chose qui avançait, quelque chose qui s'élaborait. Et quand tu as parlé tout à l'heure de la question du trauma de Ferenczi, ça c'est arrivé justement pas tout de suite, parce que dans un premier temps j'étais vraiment sur quelque chose d'oedipien. La question du parricide, la question de la loi sociale qui ne pouvait être qu'une porte d'entrée vers la loi symbolique, mais en soi, la loi sociale, quand autour de moi, tout le monde disait, enfin tout le monde, on nous adressait plein de mots en disant, il faut dire la loi, il faut que le juge dise la loi, comme si ça allait changer quelque chose de dire la loi. Donc, pendant toute une époque, c'était la question de comment, à partir de cette porte d'entrée qui était la loi sociale, on arrivait dans le travail qu'on pouvait faire avec ces jeunes, à ce que quelque chose s'élabore du côté d'une loi symbolique, d'une métaphore. Et donc j'en étais sur ces questions-là. Et puis c'est après, au fur et à mesure que je voyais ces jeunes dans une violence de plus en plus grande, de plus en plus bétonnée, que je me suis tournée vers la question du trauma et du clivage, et qui m'est apparu encore plus évident avec la question des martyrs, des meurtres suicides. Où là, mais ça c'est assez récent, enfin c'est vraiment à partir de... Je me suis dit que ces jeunes qui partaient en Syrie, qui étaient capables de démanteler des corps, de se filmer, de diffuser ça sur Internet, ou alors ceux qui regardaient ces images sur Internet et qui du coup partaient en Syrie, comme s'il y avait quelque chose qui d'un seul coup venait faire écho à ce qu'ils avaient enquisté, à quelque chose de ces traumatismes, parce qu'on n'imagine pas les traumatismes qu'ont vécu ces enfants, hein,
d'abandon, de meurtre autour d'eux. Je ne parle pas que du meurtre psychique, hein, je parle du réel. Situation incroyable, vraiment incroyable. Et ce sont des mômes qui relativement s'en sortent, mais qui s'en sortent à quel prix? Au prix d'enquister tout ça. Et bon, moi ça me parle beaucoup quand Ferenczi parle d'enquister la partie morte, enfin, d'enquister l'irreprésentable, hein, le non dialectisable, et ça devient une partie morte, hein, mais à condition vraiment la bétonner. Et puis quand il y a le regard sur cette terreur, sur ces arrachements de corps et tout ça, alors je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui à ce moment-là émerge de tout ce qui était enquisté, de l'ordre de la terreur, de l'effroi. Et que à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Il y a quelque chose qui les submerge. Voilà, c'est là que je dis que ils ont peut-être besoin de désagréger leur corps pour se faire un nom. C'est-à-dire que la question du nom, là-dedans, elle est très présente. La question de la métaphore qui a eu du mal à s'inscrire parce que les pères... enfin bon, je parle essentiellement des familles en exil, hein, des familles, des enfants de parents qui sont exilés. Et ce sont des enfants qui ont honte de leurs parents. Alors, bon, je fais des généralités, hein, là, évidemment, c'est pas tous, c'est pas... mais bon, j'essaye de voir quel peut être... qu'est-ce qui relie toutes leurs difficultés. Ce sont des pères qui ont été vraiment abîmés par la vie, abîmés par leur présence ici, par des mères aussi qui sont venues rejoindre des pères qu'elles ne connaissaient pas. Et des hommes déjà qu'elles n'avaient pas choisis, hein, des mariages arrangés, des pères beaucoup plus âgés que les mères, des pères qui sont venus en éclaireur en France pour installer la famille, pour faire que les enfants fassent des études. Et puis les mères, elles restent au pays avec les enfants, ou alors les enfants naissent ici, mais ce sont des mères qui sont dans un parasitage avec l'enfant, et l'enfant qui parasite la mère, parce qu'il n'y a personne qui vient faire écart dans une espèce de corps à corps, et l'enfant fallu de la mère à la fois complètement amoureuse de son enfant et complètement rejetante, abandonnante. Bon, et quand la mère vient avec l'enfant rejoindre le père ici, c'est un homme qui tient pas tellement la route, hein, parce que qu'est-ce qu'on a fait de lui, hein, sont des hommes qui ont été broyés par le système. Et quand ils essayent de reprendre une position d'autorité, alors je ne peux pas dire une position paternelle, parce que c'est une autorité qui peut être maltraitante, hein, mais ils ne savent pas faire autrement. À ce moment-là, il y a la loi. Il y a la loi, il y a le juge qui peut inculper le père pour mauvais traitement. Alors, c'est pas toujours le cas, mais bon, le cas que tu citais de François, c'était ça. Hein, un gamin qui a été se plaindre à son école, à l'assistante sociale, que son père le battait avec un bâton. Et l'assistante sociale a fait un signalement. Et d'habitude, les signalements, ça met des mois avant de déboucher, sauf que là, dans la semaine, on est venu chercher le père chez lui, on lui a mis les menottes et on l'a emmené devant son fils. Le gamin avait 14 ans. Donc, vraiment la toute-puissance des dires du gamin avant même de permettre au père de parler. Donc on a eu après
à apprendre cette situation. Et c'était très touchant parce que la mère qui venait de l'assistance publique, qui était sourde, alors il faut dire que le père avait utilisé le bâton parce que c'était pas un homme émigré, il était émigré de Bretagne, hein, il avait vécu dans une... Et oui, parce que quand il est arrivé, c'était un homme âgé, quand il est arrivé de France, il parlait que le dialecte. Quand il est arrivé à Paris, il ne parlait que le dialecte breton. Et il avait été élevé dans une étable avec les animaux. Et dans une étable, quand on veut séparer des animaux, on prend un bâton. Et il avait 4 enfants. Et il travaillait de nuit, il était il était camionneur. Il dormait le jour, il revenait chez lui, il y avait 4 enfants, la mère était sourde. C'est bien, elle n'entendait pas les Et lui entendait tout. Et puis à un moment, il a pris un bâton pour séparer les enfants qui se battaient au cutter. Voilà. Et la mère, quand je l'ai reçue, complètement désemparée, qui me disait « Mais que peut faire le papa s'il ne peut plus donner ?» S'il ne peut plus donner. Et donner, c'était donner des coups, certes. Hein, pour nous, c'est donner des coups, mais pour lui, c'était donner une séparation. C'était donner, protéger. C'est pas des pères défaillants, c'est des pères qui ont renoncé à occuper une place, une fonction. Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Non, je trouve Non, mais c'est plutôt la toute-puissance du jeune, quand même, qui arrive là-dessus. On laisse des jeunes dans la c'est ça, puissance, mais le père, il est pas... d'accord, mais bon, J'aurais une question. C'est une question de les disqualifier aussi. Oui. C'est pas seulement défaillant, c'est autre chose de le disqualifier aussi. Oui, parce que c'est plutôt de l'ordre de la disqualification que de la défaillance. Parce que, je ne sais pas comment dire les choses, mais ce sont des hommes qui sont étrangers dans leur maison. Personne ne les reconnaît, ni la mère, ni les enfants, ni la société. Là, tu parles des exilés, des migrants. Je parle que des migrants. Essentiellement. Parce que c'est la population principalement que vous avez vue à la PJJ. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi je parlais d'hiver, je voulais parler de la métaphore, et puis par rapport à autre chose. En tout cas, il y a cette question de faire en sorte que, à partir de la loi sociale, Je sais pas, j'entends quelqu'un. il y a donc cette question très importante qui est que ces enfants qui échappent à tout lien, avec qui on ne peut avoir un échange que parce qu'il y a une contrainte judiciaire, et encore quelquefois, il faut vraiment s'accrocher pendant des semaines pour arriver à nouer quelque chose, à ce qu'ils viennent là. À la fois, ce contexte judiciaire, c'est un étouffoir pour un psychanalyste, et en même temps, c'est le seul mode d'entrée qui permette d'accéder à ces jeunes, à condition justement de faire tout ce travail, de ne pas répondre directement à la demande du juge qui nous l'envoie, mais de se permettre de faire tout ce travail avec les parents et avec le jeune. Alors des jeunes qui ne savent rien de leur histoire, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui ne savent rien de leurs parents. Donc le travail essentiel, c'est vraiment de mettre en place ce dispositif qui va permettre de travailler tous ensemble, le psychologue, encore mieux s'il est analyste, les éducateurs, parce qu'on part quand même d'un projet éducatif. Si on n'a pas un projet d'équipe,
on se tire dans les pattes. Enfin, parce que faire des entretiens collectifs comme on l'a fait, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut être catastrophique. Parce que, bon, voilà, ça demande beaucoup de temps aussi pour mettre ça sur pied. Et dans ces entretiens où on amène les parents à parler de la façon dont ils sont arrivés, pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés, donc de reprendre toute une histoire avec leurs mots à eux, leurs émotions. On voit des enfants qui se transforment pendant l'entretien, qui changent de visage, qui changent de regard, qui découvrent, qui ouvrent des grands yeux. C'est très important qu'il y ait un regard tiers qui soit garant de ça, hein, qui dise oui, c'est bien ça, ça s'est bien passé comme ça, ça a eu lieu. Donc le fait qu'il y ait un regard tiers, ça donne aussi une autre valeur à ce qui peut se dire comme ça. Mais il y a très peu de choses qui se disent, parce que c'est des parents aussi qui sont dans la culpabilité, hein, dans la honte. Et alors, la honte... Mais la honte de quoi? Dans la honte aussi d'avoir quitté leur pays, d'avoir laissé leurs parents, hein, des parents qui sont en deuil, hein, ils sont profondément en deuil, mais ils essayent de s'adapter coûte que coûte. Hein. Surtout que, enfin, du moins ceux que j'ai vus, peut-être que maintenant c'est un peu différent. Hein. Moi j'ai déjà quitté depuis quelques années. Et alors, des parents qui ont dans cette honte que leurs enfants aient transgressé la loi. Hein. Et moi, je me souviens d'un père, mais à l'image de beaucoup d'autres, qui m'a dit « Mais moi, madame, depuis 30 ans que je suis en France, je ne suis jamais rentrée dans un commissariat, jamais j'ai eu une contravention, c'est parce qu'on a appris à nos enfants. » Alors bon, quand j'entendais qu'on voulait supprimer la sécurité sociale, ou les allocations familiales aux parents dont les enfants n'allaient pas à l'école, les parents étaient les premiers à vouloir faire quelque chose, mais avec quels moyens? C'est un homme qui a réussi, enfin, c'était un homme qui était dans la réussite. Pour lui, c'était la réussite. Il avait un métier, il avait un statut. Il avait un statut social. Une femme qui le reconnaissait, père. Hein. Quand elle me dit qu'on peut faire le tapas, il ne peut plus donner, parce que du coup, ce père n'a plus du tout osé, parce que c'était... Alors, il y a eu un contrôle judiciaire pour ce père. Donc, voilà, il se sentait en permanence. Oui. Mais, Daniel, je crois quand même que l'essentiel, tu dis des choses très importantes sur les migrants. Ces pères, je crois que c'est un point important. Et tout ce que tu dis sur notre responsabilité, parce que tu développes longuement, qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Enfin, tu le prends, tu le dis comme ça. Hein, c'est nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est notre responsabilité dans le devenir de ces jeunes? Qu'est-ce qu'on a loupé dans la transmission? C'est comme ça que tu dis les choses. Je le dis d'autant plus que non seulement ça perdure, mais c'est de pire en pire par rapport à l'institution PJJ. Qu'est-ce qu'elle fait de ces enfants qui sont adressés par un magistrat parce que ils vont plus à l'école, ils sont attaqués une vieille dame. Bon. C'est-à-dire pire, qu'est-ce que tu... je veux dire que maintenant, il y a un turnover de plus en plus grand. En ce qui concerne les adolescents qui sont repérés plus ou moins par rapport à des contacts avec les terroristes, ou qui ont été sur Internet, voir des sites interdits, des choses comme ça, ils vont directement en prison. Ils vont directement en prison où il y a un contrôle judiciaire et il y a très peu de travail avec les parents. On les met dans des cases. Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils ont fait un stage? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais le travail avec les parents... Non, on est dans un gouvernement répressif
qui est du côté de la Oui, du sécuritaire. Ça, sécurité, transforme-t-on en sécurité. C'est la politique. oui. Mais alors, on met de l'argent pour la déradicalisation, Et on fait mais à côté de ça. pour la prévention, tout le travail qu'on pourrait faire avant. Alors, c'est des adolescents qui, jusque-là, étaient plus ou moins délinquants. Alors, c'était une autre jouissance. Hein. C'était l'alcool, c'était la drogue, c'était la transgression, de toute façon, des interdits. Hein. Ce n'étaient pas des adolescents pour rien. Hein, et donc, de toute façon, il fallait transgresser. Il ne fallait pas... Tout ce qui venait faire limite à leur jouissance, c'était pour eux un risque d'effondrement. Hein, parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait les soutenir du côté d'une sublimation, du côté du langage, du côté de... Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose du corps. Hein. On est dans une question du corps à corps avec ces jeunes-là qui ont été en échec scolaire, en échec... Ils ont très peu de vocabulaire à leur disposition. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas passé du côté de la parole, qui est resté inscrit en tant que trace. À un moment, je dis dans le livre que quand il n'y a pas eu de trame signifiante, eh bien, ils déversent leurs traces insignifiantes. Donc, toute la question, c'est aussi de faire que ces traces, de les arrimer quelque part à une mémoire de quelque chose, hein, à des mots, à de la parole. Oui, mais pour reprendre quand même ce que disait Patrick, là, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette escalade, effectivement, que ça va vers des choses de plus en plus monstrueuses, disons. Ah, ils étaient délinquants, ils volaient, ils attaquaient des dames, ils volaient des sacs. Qu'est-ce qui fait que maintenant, il en faut plus, quoi? Oui. Alors, là, je crois qu'on passe... Il y en a beaucoup. Oui, Daniel. Là, on passe du côté de ceux qui savent comment arrimer leur pulsion, quoi faire de leur jouissance. Oui. Hein. Et là, c'est toute la question des recruteurs, des rabatteurs, des prédateurs, hein, des prédateurs qui sont là et qui, eux, deviennent cet autre, avec un grand A. Hein, l'autre auquel ces enfants ont pu faire appel, et ils n'ont trouvé personne. Ils n'ont trouvé personne pour répondre de cette place de l'autre. Hein. Et c'est pour ça que quand je parle de la prévention et de tout ce qu'on pourrait faire avant avec ces jeunes-là, c'est de rentrer dans quelque chose où on peut être l'autre dans le transfert. Hein. Pour garantir quelque chose. Mais là, donc, il y a les djihadistes, eh bien, il y en a d'abord un grand maître, hein, un grand maître qui va venir se saisir de leur détresse, de leur terreur, de leur propre terreur qu'ils ont vraiment enfouie, et qui va instrumenter cette violence, qui va instrumenter la haine. Parce que, bon, la haine, elle est là, hein, et la haine, c'est ce qui les fait tenir. C'est ce qui les soutient, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour le déplacer et en faire quelque chose d'autre. Alors bon, il y a un chapitre où je parle de la création, hein, de l'agir destructeur à l'acte créateur, et avec, entre les deux, toute la question de la sublimation. De la transcription des traces, parce que là, c'est des traces qui sont restées dans le corps, qui n'ont pas pu se transcrire. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'une intelligence djihadiste chez les djihadistes, d'avoir su se saisir de ces mômes en dérive, en errance, qui ne s'accrochent à rien, et de leur donner un point d'accroche. Et de leur donner un point d'accroche au moment de l'adolescence où,
À l'adolescence, on sait très bien qu'il faut se séparer des parents, il faut faire autre chose, on est révolté contre l'injustice. C'est la même Attends, activité que il y les a des proxénètes, questions. C'est des proxénètes. Et que les grands... Ouais. Pour moi, c'est des le proxénètes. grand banditisme. Ouais. Comment on entraîne les jeunes à vous suivre Ouais. dans la transgression. Et Ce c'est- n'est pas spécifique aux djihadistes. Non, mais là, il y a un côté Oui, hypnotique mais- oui. de l'horreur. Euh, Pour moi, le discours, quand je parle du discours, c'est les discours selon Lacan. Et mais ça, c'est pas discursif. Voilà ce qu'il dit. Évidemment. C'est vraiment des slogans. Évidemment. C'est des slogans Mais c'est qui des se discours répètent, aussi. toujours fidèles à eux-mêmes. Mais bien C'est-à-dire que ça sûr. ne renvoie pas à des C'est ce qui en fait la signifiants puissance. machistes. oui, c'est organisé. Oui, mais fascinant. C'était au vif. Qui fascine, parce que sinon ça marche. Oui. La question de la langue, alors bon, déjà, très prosaïquement, les interprètes, les traducteurs, quand il y avait une personne dans la famille qui pouvait parler le français et traduire, on préférait que ça soit à l'intérieur de la famille. Les rares fois où on a eu besoin de traducteurs, on s'est retrouvé en face de quelqu'un qui nous a dit « Oh non, non, j'oserais jamais vous dire ce qu'il m'a dit. Oui, c'est J'oserais terrible. jamais vous dire, c'est pas C'est horrible. possible. » Donc voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas entendre de la même façon. Donc on évitait les traducteurs. Et c'est vrai que dans certaines familles, surtout dans les familles asiatiques, c'était très très difficile. Bon, maintenant la question de la langue, évidemment, elle est fondamentale. Bon, les enfants, eux, parlaient couramment, enfin, des Français, hein, même s'ils sont venus très jeunes, ils parlaient le français, mais avec très peu de mots. Je crois que toute la question, c'est la langue maternelle, la langue de la mère, la langue de la mère, qui est une langue dont ils doivent se séparer, hein, qui est une langue qui n'est pas non plus reconnue. Hein. C'est pas une langue qu'on apprendra à l'école. Enfin, ils ne peuvent pas être narcissisés par cette langue. Donc il y a vraiment cette coupure qui est nécessaire, mais qui porte en elle quand même toute la violence, la violence d'avoir dû abandonner quelque chose qui les a nourris. Hein. J'ai lu il y a quelques mois dans Le Monde une étude qui avait été faite par une psychiatre et qui disait mais les djihadistes sont des gens, ce ne sont pas des malades, ce sont des gens parfaitement normaux. Tu le mets dans ton livre aussi. Voilà. Et bon, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils délirent, ils sont psychotiques. C'est pas évident en tout cas au premier abord. Ce sont des adolescents normaux entre guillemets. Mais je me suis dit, mais bon, il n'y a pas que la psychopathologie, il y a la métapsychologie, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Enfin, c'est pas possible de dire que des gens qui sont explosés sont des gens normaux. Donc, essayer de comprendre ça par rapport justement à la question de la forclusion et du clivage. Alors, au niveau du statut de l'objet du désir, la question, c'est que précisément, c'est un tel vide en eux qui n'a pas pu se dialectiser, hein, se transformer en objet du désir, en désir, que c'est des jeunes qui se remplissent maximum, qui sont à la fois anorexiques scolaires, mais boulimiques de la consommation. Et dans cette boulimie, il y avait la marque, les marques. Ils sont... moins il y avait d'argent dans la famille, plus ils étaient affublés des marques les plus chères. Et ils avaient besoin de se sustenter, de se soutenir de la marque. Et du nom de la marque. Et comme si de ne pas avoir pu se soutenir du nom du père, ils se soutenaient d'un nom qui était le nom de la marque.
Et que ce nom de la marque, en s'affiliant à Daesh, ils abandonnent complètement les marques. Ils s'habillent autrement et ils changent de nom aussi. C'est Abou quelque chose. Et c'est comme si à la place du nom du père, il y avait eu une suppléance avec le nom de la marque et puis ensuite le nom de Daesh. Les réponses institutionnelles, je les ai envoyées pour justifier, enfin pour expliquer pourquoi je quittais l'institution. Donc ils étaient très contents. Enfin, au niveau de mon équipe, c'était tout le monde était très triste, mais au niveau de l'administration, c'était un soulagement parce que j'étais vraiment l'empêcheuse de tourner en rond. Oui. Hein. Il y a aussi le cas de cette dame qui s'est défenestrée quand même. Oui. La directrice qui t'a dit que c'était très bien ce que tu faisais, mais que le temps n'était plus à ces histoires-là. Ce que je disais, c'était très bien, mais que ça avait sa place maintenant au musée de la PJJ. Voilà, c'était des antiquités, quoi. Voilà, donc ils étaient très contents que je quitte. Maintenant, la réponse, elle était aussi, parce que bon, la lettre était sur Internet, et des dizaines, des centaines de messages me remerciant d'avoir pu dire ça. J'ai eu une situation, mais il y a longtemps, hein, maintenant, ça doit faire... enfin, c'était le début du... Oui, c'était au tout début où il y a un jeune, j'étais absolument certaine qu'il était parti s'entraîner en Afghanistan, où là je l'ai signalé au juge, mais il n'y a eu rien à cette époque-là. Hein. On ne croyait pas. On ne croyait pas. Vous savez. Non, mais... Notre point, si, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est de la non, mais rédemption. Justement, l'introduction de l'islam dans certaines familles, au contraire, ça a sauvé l'islam, a sauvé de la délinquance, a sauvé en général, à un moment donné, surtout avec le salafisme, parce que c'est un type d'islam qui est venu, à un moment donné, effectivement, ça peut emmener jusqu'à... Alors, qu'est-ce qui se passe pour que certains... Donc, moi, je n'ai jamais côtoyé, je ne savais que par la presse, trop longtemps, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes qui se font sauter, bien que de toute façon, dans toutes les guerres, le seul problème, c'est cette guerre, elle se passe dans le quartier. Sauf que là, c'est le but. Se faire sauter, c'est le but. Être martyr, c'est le but. Non, mais justement, il y a la question. C'est pas ça dans les guerres. Non, attention. Non, à chaque fois qu'on a utilisé le terrorisme, que ce soit dans la guerre d'Algérie, que ce soit dans les autres guerres, que ce soit de 1940, 39-40, dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'on a fait des attentats terroristes, c'était toujours à grande visée, c'était le risque de la mort était le maximum. Toujours, dans tous les cas, on se faisait sauter avec tous les risques. Il y avait toujours, là maintenant, effectivement, et ça va un peu, c'est vrai qu'il y a mais je ne suis même pas sûre que ça a pris une proportion, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a ce jeu, avec on appelle ça, les médias. Il y a peut-être quelque chose comme ça, de nouveau dans le fonctionnement capitaliste, qui fait qu'à un moment donné, il y a une mise en scène. Et que, bien sûr, je ne dis pas que pour la question du sujet, il n'y a pas quelque chose qui se joue, de quelque chose. Il n'y a plus de sujet à ce moment-là. Il n'y a plus de sujet. Voilà. Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, parce que même certains, ils avaient des femmes, des enfants, et ils se faisaient sauter. Il y a quelque chose comme ça de très étonnant, que moi, j'arrive même pas à appréhender. Parce qu'il y a une confusion aussi entre la vie et la mort. Hein. Quand il n'y a plus d'espoir du côté de la vie, tout l'espoir, il est de vivre en mourant. Voilà. Oui, quelque chose de la rédemption. C'est pour ça qu'il renvoie quelque chose de la chrétienté, quelque chose comme si la mort pouvait sauver de quelque chose. Alors bon, j'ai pas vu cette expérience-là, mais je crois que pour beaucoup de filles, elles se font happer par des princes charmants sur Internet, qui promettent monts et merveilles. Mais il y a eu un très joli film. Le ciel attendra. Oui, Le ciel attendra. C'est un très joli film, je trouve. Oui. Ouais. Bon, d'une part. D'autre part, la délinquance des filles. Enfin, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que comme des filles étaient délinquantes, ça allait beaucoup plus loin que les garçons, au niveau de la violence.
au niveau de la persécution. Bon, alors, je n'ai pas d'explication, mais les filles sont vraiment prêtes. Enfin, si, ce qui m'a traversée, c'était que parce qu'elles étaient filles, il fallait qu'elles prouvent qu'elles valaient les mecs. Elles sont dans l'illimité aussi, peut-être. Oui, enfin, voilà. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des filles maintenant qui s'engagent. Mais pour les deux raisons, ou parce qu'elles sont trop fleurs bleues, ou parce qu'il faut faire encore plus que les mecs. Daniel, peut-être qu'on va s'arrêter, mais peut-être que j'avais envie de te dire que j'espère tout à fait que ça va déboucher peut-être sur quelque chose que tu m'as dit au téléphone. Alors, vendredi, je dois être auditionnée à la demande de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pas la Ligue des droits de l'homme, hein, c'est vraiment ceux qui préparent les textes donc au sujet de la radicalisation. Bah écoutez, je vous